Yo, c'est Émilie, welcome to the show. Ici dans The Parents Show, tu pourras écouter des conversations avec des parents fascinants qui nous racontent leurs histoires. On a également des intervenantes pros de la parentalité qui nous parlent de problématiques peut-être liées à ton quotidien. Ah oui, et si tu es maman ou future maman, n'hésite pas à aller écouter une série inédite de 9 épisodes de podcast sur les 1000 premiers jours d'un parent. On parlera notamment de la vie pendant la grossesse, du suivi médical, de l'allaitement, du sommeil de bébé, des accidents de la vie courante, du postpartum et de la charge mentale. Tout un programme, tu pourras retrouver tous ces épisodes sur www.theparentshow.com. Allez, je te laisse avec le ou la prochaine invitée. Kiffe bien cet épisode. XOXO, The Parents Show. La prochaine invitée s'appelle Magali Berda, maman de 3 filles, Shona, Victoria et Shelly. Vous l'avez peut-être vue aux côtés d'influenceuses et d'influenceurs. C'est normal, Magali a créé Shona Events, une entreprise de marketing d'influence. Elle est également présentatrice et chroniqueuse dans TPMP. Malheureusement, ces derniers mois, elle a fait l'objet d'un harcèlement sans précédent et inqualifiable. J'en profite évidemment pour lui exprimer tout mon soutien. Lorsque j'ai interviewé Magali, on était au début des polémiques, mais elle a quand même accepté avec beaucoup de bienveillance de répondre à mes questions sur sa vie de maman et sur sa vie de businesswoman. Avec cet épisode, on en apprend un peu plus sur la femme. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une marque canon que j'ai découvert sur Instagram, ça s'appelle Booby. Ce sont des paniers de naissance déjà prêts à offrir et personnalisables. Le cadeau de naissance parfait pour celles et ceux qui ne savent pas quoi acheter. Booby propose des paniers de naissance composés d'un doudou, de vêtements et d'articles de puériculture dans des tons pastels. Le tout confectionné dans des matières nobles et respectueuses de la peau de bébé. Bref, une idée de génie créée par Yael et Kevin. Et ça tombe super bien parce qu'en ce moment, sur mon compte Instagram, un jeu concours te permet de gagner un bon d'achat de 50 € valable sur le site booby.fr. Alors, est-ce que tu peux dire qui tu es, Magali, pour celles et ceux qui te connaissent? D'accord. Alors, je m'appelle Magali Berda, j'ai 40 ans. Je suis directrice d'une agence de communication digitale qui s'appelle Shona Events. Et tu es maman de 3 filles. Et je suis maman de 3 filles. C'est un podcast pour la Évidemment. maternité. D'accord. Non mais, je sais pas, quand on me demande ça en général, on s'attend à ce que je dise Shona Events. Oui. Je comprends. T'es aussi maman de 3 filles, donc... Je suis surtout maman de 3 filles. Surtout, ouais. D'accord. Exactement. Elles ont quel âge, tes filles? Alors mes filles, elles ont 14 ans. Ouais. Elles ont 12 ans et 11 ans. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Toujours. Ouais, c'était mon rêve. Ton rêve? Ah ouais, c'était mon rêve. D'enfant. Ouais. Je voulais avoir une famille, je voulais être maman, je voulais avoir une famille genre hyper construite. C'est la base. Et c'est ta première fille, donc il y a 14 ans, c'est... Ouais, Shona. C'est Shona. À quel âge tu l'as eu? Je l'ai eu à 25 ou 26, je sais plus. Okay, mais je me suis mariée à 24, donc j'ai dû avoir ma fille à 25. Ok, c'est jeune. On va revenir un peu en arrière sur ta période de grossesse. Je sais pas si c'est quelque chose que tu te souviens. Ouais, je m'en souviens très bien. Ok, super. Sur tes 3 filles. Est-ce que c'est quelque chose... t'as aimé être enceinte? Tu vois, le rapport au corps, la grossesse, le changement, les modifications. Alors, moi, j'ai pris énormément de poids sur chaque grossesse. Ouais. J'ai dû prendre à peu près 20 ou 25 kilos par grossesse. Et il faut savoir que j'ai fait 3 grossesses en 4 ans. Donc, voilà. Tu les as enchaînées, c'est ce que je Donc, vois, je les ai enchaînées. Mais, oui, j'aimais bien être enceinte. C'est pas quelque chose que j'ai vécu comme alors c'est fatigant, c'est, bien sûr que le corps change, etc. Mais je l'ai pas vécu comme un problème, en fait. Au contraire. Je trouvais que c'est à vivre, quoi. Enfin, tu vois, il y a des personnes vraiment qui s'épanouissent dans la maternité, tu vois, en étant enceinte. Et il y en a d'autres qui vraiment détestent ça, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de ça, tu vois. Non, moi, j'ai pas détesté être enceinte. Ok. Voilà. J'ai détesté prendre du poids parce que j'étais vraiment énorme et voilà, je me privais de rien. Mais non, j'ai pas vécu, voilà, je fais pas partie des femmes qui vivent mal leur grossesse. Et on parle un peu de tes accouchements. Est-ce que c'était un moment heureux pour chacune d'entre elles? Alors, tu sais, ce fameux moment où on pose le bébé, on dit, et t'as cette espèce d'amour inconditionnel qui arrive ou pas, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est pas forcément. Et vu qu'on en parle de plus en plus, voilà, j'aimerais bien qu'on libère la parole là-dessus, tu vois. Ben, moi, chaque accouchement pour moi était très différent, déjà. J'ai eu 2 fois la péridurale, 1 fois pas la péridurale. Et c'est vrai que le moment où on m'a posé mes filles, les 3, j'ai ressenti, c'est un moment extraordinaire.
c'est un rêve éveillé, quoi. Une fois pas la péridurale. Ouais, pour la 3e. Ouais. Et alors? C'est un enfer. C'est un enfer, mais en fait, c'était une douleur surhumaine. Et j'ai eu l'impression de me transformer en animal sauvage. Et j'ai eu l'impression que, en fait, qu'à ce moment-là, on a testé la capacité de supporter une douleur, en fait. C'est bizarre, hein, mais c'était tellement extrême qu'on se dit jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire, j'avais peur de faire un arrêt cardiaque, quoi. Mais finalement, le corps, il est magique parce que, en fait, il est prêt. Et c'est peut-être le mental qui est pas prêt, mais le corps était prêt. Et en fait, quand j'ai accouché, c'est là où, enfin, chez nous, dans ma religion, on dit souvent bonne délivrance. C'était une délivrance. C'est-à-dire que quand j'ai accouché, en fait, j'avais l'impression d'être délivrée de la douleur, pas du bébé, parce que quand elle était à l'intérieur de moi, je kiffais. Donc c'était pas qu'on m'a délivrée de mon enfant, mais quand j'ai accouché, c'était une délivrance de la douleur. Parce que bizarrement, la douleur s'efface et elle est tellement intense que on l'oublie immédiatement. J'ai pas vraiment de souvenir de cette douleur, mais je sais que je m'en suis remise super vite, beaucoup plus vite sans péridurale. J'étais debout quelques heures après. Ah oui, mais complètement. Ouais. J'étais vraiment debout quelques heures après. J'étais en pleine forme. Je savais que j'avais souffert le martyre, mais j'étais heureuse. Et t'aurais aimé, du coup, accoucher sans péridurale pour tes 2 autres filles? Non. Ou ça t'a pas forcément donné envie Non, ça m'a pas donné envie. En fait, je me dis qu'il y a des moyens pour soulager les femmes aujourd'hui, que ça sert à rien de souffrir pour rien, parce que c'est quand même une vraie souffrance. Mais et puis je trouve que, en fait, c'était tellement dur. Je me suis dit, mon cœur va lâcher, quoi. Donc je me dis qu'il y a peut-être d'autres. C'est pour ça qu'avant il y avait beaucoup plus de décès, d'ailleurs, pendant les accouchements. Donc je me dis, pourquoi prendre des risques quand on peut les éviter aujourd'hui avec tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a. Il y a des recherches qui sont faites, il faut bien s'en servir parce que voilà, et c'est un avantage. Maintenant après je l'ai vécu, ça m'a pas traumatisé, quoi. Mais puis au contraire, c'était sympa d'avoir vécu l'expérience. Voilà, les deux, c'est ça. Et donc c'était l'accouchement naturel à chaque fois. Du coup, oui. Complètement. Oui, j'ai pas eu de césarienne, moi. Le postpartum, la dépression postpartum, on en parle aussi encore beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti? Non, j'ai pas vraiment eu de dépression. Heureuse d'être mère, quoi. Ouais, j'étais heureuse d'être mère. Franchement, non, j'ai pas eu vraiment de dépression. Je sais que ça a changé quelque chose dans mon couple parce que enchaîner 3 grossesses en 4 ans, c'est long, c'est voilà, le couple ne vit plus de la même manière, on va pas se mentir. Puis avoir trois enfants d'un coup, ça a été, c'était, voilà, je pense que ça, bizarrement, ça a joué sur l'impact de mon couple, mais voilà, si c'est à refaire, je le referai, quoi. Ça a changé quoi sur ton couple? J'ai divorcé. Non, j'en divorce. Non, mais je vous conseille pas de faites des enfants. Non, mais c'est qu'en fait, ceci dit, tu les as vraiment enchaînés. Non, mais je les ai vraiment enchaînés. Puis on va pas se mentir. Alors après, il y a des femmes qui s'épanouissent sexuellement, je pense, pendant une grossesse. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, pendant ma grossesse, j'étais intouchable. C'était vraiment, voilà. Donc forcément, quand on fait 3 grossesses en 4 ans, où on a moins d'intimité avec son mari, on a moins de trucs, puis après on a moins de moments, puis on doit s'occuper des enfants. Donc forcément, je pense que l'erreur qu'on a fait, et c'est ce que je conseille, c'est peut-être de penser à son couple et de pas croire que parce qu'on a des enfants, on doit oublier son mari. Et moi, je vois des mamans, des jeunes mamans, hein, même influenceuses, qui sont tout le temps sur leur enfant et qui le lâchent pas. Et moi, je leur dis, mais lâche-le, parce que en fait, tu dois t'obliger à avoir des moments, même si ton nourrisson est nourrisson. Tu dois t'obliger à avoir des moments avec ton mari, et c'est pas pour ça que t'es une mauvaise mère, quoi. Et c'est là où il y a le problème. Ton mari est pour toi. Et pour toi, bien sûr. Ouais, évidemment. Non, mais parce que ça évidemment, va bien sûr. Ensemble, quoi. Complètement. Ouais. T'as un regret, justement, par rapport à ça? À pas avoir pris plus de temps pour ton couple ou... Moi, je suis une personne qui vit pas avec des regrets. Donc, je me dis que la vie, elle est faite comme ça, et c'est comme ça que ça aurait... Enfin, voilà. Donc, chaque chose qui se fait, c'est une expérience. C'est pas des regrets. Voilà, peut-être j'aurais dû faire différemment, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas ça fait partie de ma vie maintenant et ça fait partie de mes expériences. Mais mon expérience fait que je conseille aux gens de pas oublier leur vie de couple, leur intimité, et de pas croire, parce que je vois beaucoup de mamans qui ont l'impression que de laisser leurs enfants, eh bien c'est il va lui arriver quelque chose, j'ai peur, mais en fait ça fait partie aussi de sa vie à son enfant, d'être un petit peu détaché de ses parents pour pouvoir devenir autonome, pour que il s'émancipe, pour qu'il ait une vie normale, parce que moi je pars du principe où on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, et je veux pas que mes filles, s'il m'arrive quelque chose par exemple,
se retrouvent à pas savoir gérer leur vie, pas savoir se gérer. Donc moi, j'ai rendu mes filles très autonomes très vite. Donc et ça n'empêche pas que je pense être une bonne mère parce que j'aime mes enfants, que je suis prête à mourir pour mes enfants comme une autre mère qu'on considère être une bonne mère parce qu'elle s'en occupe 24/24. Mais qu'au contraire, je leur rends service aussi en leur apprenant à être autonomes et que c'est important. Voilà, surtout dans le monde dans lequel on vit. On revient un peu sur la naissance de tes filles. Oui. Est-ce que tu peux me dire par rapport à ton ascension professionnelle, j'aime bien dire ça. Ouais. Par rapport aux 3 naissances, est-ce que ça s'est passé quoi? Avant, pendant l'ascension professionnelle? Enfin, comment ça se situe en fait dans le temps, quoi? Et comment tu l'as géré? Parce que je comprends toujours pas comment tu fais. En fait, moi, j'ai jamais été maman à être sur les côtes de mes filles. Déjà, c'est pas mon caractère. Maintenant, moi, je suis comme ça, donc je peux pas. Je vois pas ce qui est gênant en fait d'avoir une ascension professionnelle et d'être maman en même temps. Ça pose problème dans la tête des gens, c'est tout, pas autre part, quoi. Enfin, c'est juste le ressenti des gens qui. Mais en termes de gestion. En termes de gestion, je m'organise. C'est-à-dire que j'ai leur papa, j'ai ma belle-mère, j'ai ma mère, j'avais ma grand-mère, et puis on peut prendre des nounous, des personnes très bien qui nous aident à organiser tout ça, et on avance, quoi. Quand je suis tombée enceinte, j'ai travaillé jusqu'à mon dernier jour de grossesse parce que j'avais mon cabinet d'assurance, que j'étais entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on n'a pas du tout les mêmes avantages que les salariés. Donc en fait, moi, j'avais pas le choix, je pouvais pas lâcher ma boîte, donc j'ai travaillé. D'ailleurs, je crois que c'était ma deuxième, j'ai quitté le bureau pour aller accoucher. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai accouché au bureau, enfin pas au bureau, mais j'ai quitté le bureau pour aller accoucher. Voilà. Et la reprise du boulot, du coup, ça a été... Je l'ai faite dès que je suis sortie de l'hôpital, 5 jours après. Je sortais peut-être au bout de 3 jours et le 4e jour, j'étais au bureau. Parce que j'avais pas le choix, c'est en fait, c'est comme ça. Et puis parce que j'en avais envie aussi, hein. Bien sûr qu'on a toujours le choix, mais en vrai, moi non. Je me suis imposé le fait de travailler tout le temps et je me suis pas. J'emmenais des fois ma fille, elle avait 1 semaine. Elle restait la première semaine, j'allais laissée à la maison parce qu'il y avait les vaccins et tout, donc je pouvais pas la sortir. Donc ma mère l'a gardée par exemple, ou ma belle-mère l'a gardée, mais moi j'allais au bureau. Et après, elle venait avec moi au bureau. Ouais. Voilà. Et après, on l'a mise à la crèche. Et puis après, ça n'empêche pas que mes filles sont hyper équilibrées, quoi. Au contraire, encore une fois, je vois pas ça comme un problème. Et elles te reprochent quelque chose ou elles t'ont fait des reproches? Non, mes filles là-dessus, franchement, elles m'ont pas fait de reproches. Franchement, non. Elles comprennent de toute façon, j'imagine Oui, elles me voient travailler, puis je leur explique, je parle beaucoup. Par contre, j'ai énormément de communication avec mes filles. C'est-à-dire que moi je parle à mes enfants comme si c'était des adultes, pour leur expliquer, parce que j'estime qu'un enfant est très intelligent et que faut pas lui parler comme un bébé. Faut tout de suite lui parler, lui dire la vérité et lui expliquer que maman, elle travaille beaucoup, que j'ai beaucoup de responsabilités, que c'est aussi pour elle que je le fais, parce que tout ce que je gagne aujourd'hui, c'est pour son avenir, c'est pour les mettre à l'abri, c'est pour les préserver, c'est pour leur apprendre que dans la vie, rien n'est facile. Voilà, donc comme j'ai beaucoup d'échanges avec elles et que je leur explique énormément de choses, j'ai pas vraiment de reproches en fait, parce que on se dit les choses. Voilà. Donc communication. Je pense que l'important dans une relation, c'est la communication. J'ai regardé ta récente vidéo avec Bastos. Ouais. Alors, je suis pas du tout là pour parler de polémique, pas de soucis, de toute façon, pas de problème. Mais ce qui m'a interpellée, c'est surtout au démarrage de la vidéo. C'est tout bête. T'as commencé l'interview avec, déjà, je suis maman de 3 filles. Oui. Et c'est ça qui m'a interpellée. Oui. Donc, c'est de ça que je veux parler. En quoi c'était important de le dire? Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change. À tout ça, par rapport à tous ces polémiques. En ce moment, c'est que t'es un peu. Là, en ce moment, malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas d'actu et qui s'en créent. Voilà. Et, sans dire des noms parce que j'accuse personne, mais malheureusement, c'est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont chanteurs et qui ont un talent, qui vont pouvoir utiliser leur talent pendant des années. Un candidat de télé-réalité, c'est une personne qui a un talent pour moi aussi, parce que fédérer une communauté, c'est un talent. Mais quand la télé s'arrête, il faut pouvoir savoir, et ça c'est la différence avec certains, c'est qu'il y en a qui savent avoir un talent sur les réseaux sociaux et faire les choses pour que les gens restent présents. Puis il y en a qui savent moins le faire, qui du coup à un moment donné commencent à déprimer, mal le vivre,
et qui, au lieu de se mettre à essayer de trouver des idées, faire des choses, évoluer, etc., il y en a qui font du clash. Voilà. Du coup, pour revenir à... Et donc, je suis dans les polémiques, oui. Mais j'y serai toujours, je pense. Parce que malheureusement, c'est mon cycle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des candidats qui viennent, qui repartent, puis il y en a avec qui il n'y a jamais de problème. Puis il y en a avec qui il y aura toujours des problèmes. Et pour revenir à ça... cette phrase de déjà, je suis maman de 3. Je suis maman parce que j'estime que en étant maman, on a des responsabilités, on a en fait, j'ai 3 enfants, mais comme j'aurais pu dire, je suis papa. Enfin, si j'étais un homme, quand on a un enfant, voilà, je suis parent. Et je fais toujours en sorte de m'occuper de mes influenceurs en me mettant à la place des parents. C'est-à-dire que moi, oui, je me dis toujours, si ma fille, je la confie à quelqu'un, même si c'est pas mon rôle, parce que j'ai une agence de communication, je suis pas manager, je suis pas agent, je prends pas d'argent moi sur leur tournage, etc. Donc voilà, non, c'est le mot qu'on me prête tout le temps, mais en vrai, je ne suis pas agent, je ne prends aucun cachet sur leur aucun pourcentage. Sur tout ce qu'ils font, à part le placement de produits. Donc, personne ne le sait, ça. Voilà. Je pense que ça va être un scoop. Donc c'est vrai que j'en fais plus que mon boulot parce que j'ai voulu le faire, parce que j'ai une relation proche avec mes candidates et avec les gens avec qui je travaille. J'ai toujours été comme ça. Et souvent, c'est pour ça qu'on en exige plus que ce que je dois faire, mais je le fais de bon cœur. Et en fait, quand je donne à une candidate et je lui donne mon temps, c'est le temps que je donne pas à mes enfants non plus. Donc, faut pas l'oublier. Et puis, il y a aussi... mais encore une fois, c'est un choix que j'ai fait. Personne m'y oblige. Donc, je m'en plains pas. Mais c'est vrai que quand je m'occupe d'une jeune fille, je m'en occupe comme si c'était quelqu'un qui devrait s'occuper de ma fille. Donc, je sais qu'il y a des choses que j'ai pas fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même pas de discussion à avoir. Je suis maman. Et si il y a une personne qui toucherait une de mes filles... je vais parler très vulgairement, mais moi, un garçon qui aurait violé une fille, je suis capable de lui couper les couilles, entre guillemets. Moi, je suis pour la castration chimique, par exemple, parce que c'est trop grave, en fait, voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut pas me prêter, on peut pas, voilà, c'est injuste. C'est très injuste, parce que je sais que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et je trouve ça injuste par respect pour mes enfants, déjà, c'est pour ça que j'ai tenu à m'exprimer, parce que, et j'ai expliqué à Bastos, parce que Bastos, il se fout de ma gueule à chaque fois, j'ai dit, il s'est foutu de la gueule quand j'ai dit, mais je suis une mère de 3 enfants, vous êtes complètement malade de dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand vous dites n'importe quoi, ça m'impacte, mais ça impacte aussi mes enfants, parce qu'à l'école, moi j'ai une fille aujourd'hui qui est déscolarisée, qui ne va plus à l'école, à cause de tout ça. Parce qu'il y en a qui se rendent pas compte de l'importance des mots qu'ils emploient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on a tendance à utiliser des mots qui sont graves et importants pour rien. Alors attention, je remets pas du tout en cause, je ne me rapproche pas à ce que dit Natania. Parce que Natania, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je n'en sais rien, je suis pas policière. C'est plus des propos c'est pas du tout ça. Toi. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un Dylan il y a 2 jours qui prend ses réseaux sociaux, Dylan Thierry, puis qui dit t'as protégé des viols et de la pédophilie. Attends, quel viol? Donne-moi les faits, parce que c'est pas vrai. Je n'ai jamais protégé un violeur et je t'amène vraiment à amener les preuves de ce que tu dis. À ce que je sache aujourd'hui, j'ai aucun candidat qui est poursuivi pour viol. Aucun, alors à part accusé sur les réseaux sociaux, mais comme vous accusez aussi tout le temps, la preuve, pédophilie, tu parles de quoi? Parce que je suis pas au courant. Donc si tu peux m'expliquer, tu parles de quoi? Tu as quoi comme élément pour dire ça? Tu as quoi comme preuve pour dire ça? Et en fait, ce qui est dommage, c'est que la parole des fois de ce genre de mots pénalise du coup les vraies victimes, parce qu'il y a des gens qui sont victimes et qu'on peut pas aller crier ce genre de mots-là. C'est pas de la spéculation en fait. Quand on est victime ou quand on est témoin d'un viol ou d'une agression sexuelle, quand on en est témoin, quand on le voit, je parle de candidates qui ont vu par exemple des vidéos il y a 2 ans, quand on est spectateur et en plus pas victime, parce que la victime encore qu'elle ne parle pas, c'est une chose, parce que les victimes, elles peuvent être traumatisées, les pauvres, ça peut se déclarer très longtemps après. Mais quand on est spectateur et qu'on le voit, la première des choses qu'on doit faire, c'est le dénoncer. Aller à la police et pas attendre 2 ans. Donc ces gens-là, souvent, ils dénoncent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas fait. Et c'est là que c'est très injuste, parce que moi, ça fait 5 ans que je ne dors pas, quasiment. Je dors très peu. Je travaille beaucoup. J'ai installé beaucoup de gens. J'ai apporté un métier à beaucoup. J'ai été là pour eux plus que mon travail me l'a demandé. J'ai toujours fait du mieux que je pouvais. J'ai toujours été là pour eux pour des brouettes comme pour des trucs graves. Donc, ramener tout ce que j'ai pu faire à inverser ma note audio et en plus la transformer, je l'ai très mal vécu. Voilà. Parce que,
parce que je suis une femme, parce que je suis une maman et parce que ça me touche forcément. Sinon, ça veut dire que j'en aurais rien à foutre et que ça me touche pas et que. En plus, une maman de 3 filles. Voilà. Donc et en plus, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi ma belle-sœur a été assassinée en octobre l'année dernière par un homme. Elle a été battue à mort par un homme. Donc en fait, il y a des choses sur lesquelles je rigole pas parce que c'est pas un jeu. Voilà. Donc quand on va sur les réseaux, qu'on crie pédophilie, viol, machin, et qu'on sait même pas sur quoi on parle et qu'on sait même pas sur quoi on se base. Et là, je parle pas de Natania, hein, je parle d'autres. Et ben malheureusement, ça a un impact dramatique et ça peut avoir un impact dramatique sur mes enfants. Donc j'essaie de rappeler tout le temps, attention les enfants, parce que vous êtes des enfants pour moi, attention à ce que vous dites et attention à ce que vous faites parce que je suis une maman, il y a d'autres personnes que vous attaquez tout le temps qui sont des mamans et vous pouvez pas vous attaquer, parce que quand vous attaquez à une maman, vous attaquez aussi aux enfants. Parce que tout ça, ça a des répercussions qui sont dramatiques. La preuve, encore une fois, j'ai une de mes 3 filles qui est déscolarisée et qui fait l'école à la maison à cause de tout ça. Donc, à réfléchir et à faire attention. Mais attention, si vous êtes victime de violences, quelle qu'elle soit, le meilleur conseil que je peux donner, c'est aller déposer plainte le plus vite possible pour être prise en charge, pour que justement, vous soyez aidés et protégés. Voilà. Et tes filles, elles comprennent ça, tout ce qui se passe, ces polémiques, ouais, elles le comprennent. Les réseaux. Bien sûr, oui. Alors elles le comprennent, oui. Après, je pense qu'elles ont appris à se protéger, les 2 petites, parce qu'elles sont encore à l'école. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais par exemple, la grande, elle s'est coupée un petit peu du monde, quoi. Voilà. Donc, elle s'est coupée du monde. Mais ça va. Oui, ça va parce que je la protège et parce que elle a un caractère très fort dû à l'autonomie qu'elle a depuis qu'elle est petite. Donc je pense que ma fille, ça lui a servi. Parce qu'elle a du répondant, qu'elle sait pas faire, qu'elle sait qui on est, elle sait qui je suis, elle connaît nos valeurs, elle connaît ce que je lui apprends, le respect. C'est une jolie déclaration, je crois. Ouais, des BMP, ouais. Elle connaît tout ça, donc elle sait que tout ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas moi. Donc, et puis en vrai, j'ai même pas à me justifier. Oui. Mais j'étais obligée de me justifier parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est une traînée de poudre et que ça va trop vite. Donc, je vais déposer plainte, je vais attaquer parce que pour moi, il y a les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de viol, les victimes de harcèlement, les victimes de diffamation, et qu'il y a des gens qui peuvent, et j'ai un très fort caractère, une très forte carapace, mais je pense que ça serait une autre personne, avec tout ce que j'ai subi depuis 5 ans, ce serait peut-être déjà suicidé. Donc, et vraiment, hein, je le dis, parce que des accusations tout le temps, tous les jours, à tort sans fondement, bah maintenant, on va falloir donner des exemples. Donc, je vais donner des exemples, je vais attaquer, et j'attaquerai toutes les personnes. Je suis obligée, parce qu'il faut limiter, quoi, faut stopper. Mais est-ce que ça fait pas, ça c'est une question un peu hors ouais. truc, mais ça fait pas un peu partie du jeu, en fait? Enfin, je sais pas, hein, il y a une limite au jeu. Ok. Voilà. Quand, où est cette limite? Moi, la limite, c'est quand ça arrive à des situations où les gamins se mettent à parler, comme Dylan Thierry, elle protège des pédophiles, des violeurs, des machins, des trucs, on sait même pas ce qu'ils racontent. Oui, et Greg, mais t'as une preuve de dire, enfin, tu parles de quoi, là? C'est-à-dire que t'accuses, enfin, mais tu me parles de quoi? Ilan, mais ok, mais en fait, la vidéo elle est où? C'est-à-dire que moi, je suis pas la police. Et je suis pas, moi, si je vois une vidéo, et c'est très clair, j'aurais vu une seule vidéo d'Ilan en train donc, cette vidéo dont ça parlait, je l'ai cherchée partout, hein, j'ai appelé tous les blogueurs, c'est normal, j'ai fait mon job, j'ai appelé partout. Je n'ai pas vu de vidéo. Personne n'a réussi à m'envoyer cette vidéo. Et quand j'ai appelé la personne qui dit qu'elle avait la vidéo, il me dit que c'était une blague. Donc, je ne vais pas pousser quelqu'un au suicide non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, enfin, tu vois, c'est-à-dire que, mais par contre, si j'avais eu cette vidéo, c'est pas compliqué, je l'aurais moi-même amené à la police. C'est-à-dire que je l'aurais moi-même amené à la police. Il y a même pas de discussion, il y a pas de débat. Mais après, je sais aussi que des fois, il y a c'est compliqué. Et quand je vois tout ce que moi je me prends dans la gueule et que les gens sont capables de raconter, je fais attention maintenant à ce que je dis. Et déjà, je ne parle plus sans preuve et sans éléments. Je ne condamne pas les gens sans preuve et sans éléments. J'ai condamné la vidéo où ils ont violenté la jeune fille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé raconter toutes ces conneries sur les réseaux. Mais parce que là, il y avait une vidéo en fait. Donc, mais il y aurait eu un de mes candidats dans cette vidéo, j'aurais condamné pareil. Ça n'aurait rien changé. C'est la première fois où j'ai un fait réel. J'ai une vraie vidéo. Voilà. Donc, on m'a montré des images, par exemple, de Maëva avec la preuve, c'est que finalement, c'était du fake. Donc, une photo mal interprétée, ok, mais là, il y a une vidéo. J'entends une fille hurler. J'entends, je vais lui cracher dessus. Je vois 3 personnes en train de rigoler. Donc, qu'est-ce que tu me parles de Ilan? À ce jour, je n'ai pas vu de vidéo d'Ilan. Et si j'en vois une, j'irai l'amener à la police moi-même.
Voilà. Mais comme des fois, il y en a qui disent tout et n'importe quoi, la preuve, eh ben, on fait attention. Et c'est ce que j'apprends à mes filles. Voilà. Mais ça part très vite quand même, hein. C'est des malades. Dangereux. Ah, des fois, il y a des gens, c'est des malades. C'est hyper dangereux. C'est très dangereux. Bah oui, je suis sous protection. Je suis sous protection 24/24. D'accord. Voilà. C'est dramatique, hein. Parce qu'il y a des gens qui racontent tout le temps des conneries et je suis obligée de me protéger parce que c'est dangereux. Parce qu'ils ont pas, justement, en fait, la limite, elle est là. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas rigoler. Il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir avant de parler. Après, on n'est pas dans une dispute de deux candidats de télé-réalité où tu t'es disputé, t'as piqué ma copine. Non, là, on est dans des accusations qui sont, qui relèvent de la cour d'assises. Oui, mais c'est ça. Et il faut le dévoiler. Il faut le dénoncer. C'est-à-dire que si une personne est victime d'une agression sexuelle, bien évidemment qu'il faut qu'elle en parle. Bien évidemment. Et je parle pas de ça. Je parle pas de, je remets pas en cause ça. Non, bien sûr. Je remets en cause, par exemple, les dires de Dylan. Plus que ceux de Nathania, hein. Mais c'est beaucoup plus simple, peut-être, de dire des choses à travers un écran. J'ai l'impression qu'il y a plus vraiment de filtre. Enfin, tu vois, oui. Il y a plus de limite. Beaucoup de mots fusent. Voilà. On se rend pas compte de c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens qui nous suivent, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction. Ouais. Donc, moi, par exemple, quand il a dit ça, je me suis fait détruire. Ça, je me suis fait défoncer. J'ai reçu des messages horribles. Et à la base, on vient quand même d'un mec où on vient de le voir sur une vidéo. C'est-à-dire que le retournement de situation, il est magique. C'est-à-dire limite tout le monde en rigolait, tout le monde l'applaudissait. Bravo, tu dis ce que tout le monde. Mais en fait, allô. C'est-à-dire que moi demain, si je sais qu'il y a une enquête ouverte contre un candidat, je l'écarte. C'est-à-dire que s'il y a une enquête ouverte contre un candidat, bien évidemment, je vais l'écarter. Mais à ce jour, il n'y a pas d'enquête ouverte contre un tel ou un tel ou un tel. Donc il voulait que je fasse quoi? Que je devienne juge, Magali Berda, magistrat au cours d'assises? Non. Peut-être. Voilà, j'en suis pas là. C'est pas mon métier. Ok. Bon, clôture. Je voulais pas forcément. Non, il y a pas de souci, pas de problème. Mais j'ai pas de tabou. Hein. C'était plus sur la partie voilà. Déjà, j'ai aimé cette phrase d'entrée de. Déjà, je suis maman de 3 ans, de 3 filles. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Voilà, vous vous calmez parce que quand vous dites n'importe quoi, ça a des répercussions. Et puis vis-à-vis de mes enfants aussi, j'ai pas envie que mes filles entendent des trucs comme ça. Donc je suis obligée de me justifier, c'est des choses graves. Je reviens juste sur ce que tu as dit parce qu'effectivement j'ai entendu notamment Maëva Guénam qui disait que Magali était comme une deuxième mère pour elle. Enfin c'est marrant, c'est cette maternité qui revient tout le temps et t'en parlais justement. Pourquoi? C'est quoi cette relation particulière? Mais en fait, je pense que j'ai grandi alors j'étais très heureuse avec ma grand-mère et franchement je lui voue un respect et un amour qui n'a pas de limite, mais je pense que j'ai manqué peut-être d'affect en plus. Et j'avais que ma grand-mère, donc on a grandi, j'étais qu'avec elle, donc peut-être qu'il me manquait des frères, des sœurs, même si j'ai un frère, même si j'ai des sœurs, mais je les ai pas vus. Donc voilà. Donc j'ai ce besoin de tout le temps être dans l'affect en fait. Voilà. Et je suis tout le temps dans l'affect. Même avec tes talents, je sais pas comment tu les appelles. Ouais, mais mes candidats, mes talents, mes influenceurs, oui, même avec eux. Et je fonctionne comme ça. Alors c'est marrant parce que alors Maëva, on s'est prouvé elle et moi que plusieurs fois et puis il y en a d'autres, c'est vrai, qui ont tendance à m'appeler maman, puis le jour où il y a une dispute, je deviens le pire chétane de la terre, mais c'est dur à vivre ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois comme Nathania par exemple, c'est-à-dire que moi j'ai des messages où jusqu'à ce qu'elle parte de l'agence, jusqu'à ce qu'on arrête de travailler ensemble, c'était l'amour fou, même encore en octobre quand j'ai perdu ma belle-sœur, elle m'a fait un message d'amour qui était extraordinaire. Donc des fois on comprend pas pourquoi du jour au lendemain, parce que c'est ça qui est dur à vivre et c'est tout le temps des claques dans la gueule, mais après il y en a où je sais que c'est sincère, donc ma foi, il y a que le temps qui nous... Oui, voilà. Ouais, tu fais avec, tu prends un peu des deux, quoi. Ça fait partie aussi du monde exactement. dans lequel on vit, mais et pas surtout, forcément je fais pas d'amalgame parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment sincères et je sais qu'il y en a qui le sont moins, et puis je sais que des fois je pense qu'ils sont sincères, puis des fois j'ai des mauvaises surprises, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Comment t'arrives c'est dur. On se prend des coups, mais après on a l'habitude et du coup on se blinde, on se blinde, je pense qu'après, voilà. Okay. Et alors justement la dernière question, alors dis-moi si tu veux répondre parce que du coup t'en as un petit peu parlé par rapport à ta relation avec tes parents. Oui. C'est très personnel. Je t'ai déjà entendu parler de ta relation avec eux. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que non, mais y a pas de souci. Tu es plutôt comme une maman comme ta maman? Est-ce que tu es plutôt comme une maman comme ton papa? Alors, non. Comment ça se passe? Moi, mon père. Non, je considère que je n'ai jamais eu de père. Pour le peu qu'il m'a donné
on va dire que c'était 99,9% d'horreur. Donc je me considère pas comme mon père et surtout pas. Et je ne veux surtout pas que mon père voit mes filles ou voilà pour diverses raisons. Après ma mère, je pense que c'est une femme qui est comme une enfant et qui est malheureusement victime de sa gentillesse et de son voilà, c'est malheureux quoi, mais ça reste ma mère. Et puis mais j'ai réussi à pardonner tout ça à ma mère quand j'ai accouché de ma fille Victoria, je crois. J'avais beaucoup de mal avec ma mère parce que je lui en voulais beaucoup et puis pour moi et puis quand j'ai eu ma fille Victoria, Victoria c'est la deuxième. Je sais pas, il y a eu un déclic et je me suis dit finalement la pauvre, enfin j'aimerais pas que ma fille me rejette ou j'aimerais pas que ma fille et je me suis mis à sa place et puis après j'ai appris à la connaître aussi. Donc je me suis dit finalement ma mère je pense que c'est une des femmes les plus gentilles du monde, vraiment profondément. Mais malheureusement il y a des gens qui n'arrivent pas à voir la différence, qui se protègent pas et qui protègent pas du coup. Voilà, ils sont gentils et ouais, du coup ils acceptent tout. Filtre, quoi. Non, ils acceptent. Il y a pas de barrière plutôt. Voilà. Donc ma mère, ça reste ma mère. C'est ma mère. Voilà, c'est comme ma sœur en vrai. Je pense que ma grand-mère a joué le rôle de ma mère. D'ailleurs, ma mère après est venue habiter avec ma grand-mère et rester avec elle jusqu'à ce qu'elle parte. Mais ma mère, c'est une femme dévouée. Et c'est une femme qui voilà, je peux pas la laisser tomber. Voilà. Ok. Et c'est quoi toi est-ce que ton rapport avec tes enfants, quelle mère tu es toi? Je suis une mère une bonne mère hyper moderne. Oui, ça veut dire quoi moderne? Ouais, ça veut dire quoi bonne mère? Ça veut dire quoi bonne mère? Pour moi, bonne mère, ça veut dire aimer ses enfants. Voilà. Après, chaque personne a une façon d'être, une façon d'exprimer, ça c'est l'être humain. Et je pense que on peut pas juger une personne parce qu'elle est différente de nous et qu'on doit accepter la différence. Mais être une bonne mère, c'est aimer ses enfants plus que soi-même. Et je pense que j'aime mes enfants plus que moi-même. Donc si voilà, je suis prête à tout pour elles. Maintenant, ça n'empêche pas que je n'oublie pas non plus que je suis une femme, que je suis un être humain, que voilà. Mais oui, je pense être une bonne mère parce que je les aime profondément au-delà de tout. Donc oui. Et je pense que c'est ça être une bonne mère. Et après, chacune fait à sa manière. Et puis, on n'a pas toute la même éducation, on n'a pas toute la même vie. Donc, il y a des femmes qui sont élevées dans la maternité, etc. D'autres moins. Donc, il y a moins... Enfin, voilà. Justement, par rapport à ton histoire à toi avec tes parents, est-ce que t'as jamais eu du mal à aimer tes enfants? Parce que... Non. J'ai pas eu de mal à aimer mes enfants. J'ai eu du mal à quitter mon mari parce que je voulais pas leur faire subir un divorce. Mais à un moment donné, je voyais mes filles souffrir de la relation conflictuelle et je me suis peut-être posé les bonnes questions, donc je suis partie. Mais c'est aussi pour pas les faire souffrir parce que je pense que des enfants qui voient les parents se déchirer et tout le temps, c'est pas une vie pour eux. Cette rage de vivre, finalement, tu l'as un peu grâce à... Enfin, ce que t'as vécu. Ah oui, à ma vie, bien sûr. Ah, moi, je suis très reconnaissante de la vie que j'ai eue, même si elle a été très, très, très compliquée. Ça t'a donné... Mais en vrai, je pense que si j'avais pas vécu ma vie à moi, je serais pas là aujourd'hui et j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de regrets. J'ai des fois des prises de conscience. J'ai plus de prises de conscience que de regrets. Des fois, je me dis, putain, ça, faut pas le faire. C'est pas bien, finalement. Ça, j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais c'est pas un regret, parce que si je l'avais pas fait, je me serais pas rendu compte que c'était pas bien. Donc en vrai, je suis plutôt quelqu'un qui vit sur la remise en question plutôt que des regrets. Parce que j'estime qu'on est tous des êtres humains, que l'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas, que les influenceuses qui ne pensent qu'à leur image et qui font une image lisse, c'est pas mon kiff, c'est pas mon truc. Après, je respecte totalement, mais moi je préfère des gens vrais et des gens qui assument leurs erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend aux gens justement à assumer leurs erreurs et à plus les refaire et à évoluer, à grandir. Et leur montrer une image fausse parce qu'on veut être parfait, qu'on va avoir une belle image pour avoir des jolies marques, c'est pas mon délire. Je préfère voilà, moi j'aime montrer l'imperfection et montrer aux gens qu'on est tous pareils, quoi. On est tous au même niveau, on fait tous des conneries, hein. Et je connais personne qui est parfait, hein, c'est pas vrai, hein. Tout le monde a des casseroles, tout le monde a des
Tout le monde. Alors le cachet pour le cachet. Moi, toutes mes casseroles sont sorties. Je les ai assumées et c'est tout. Et j'estime que je suis une femme normale en fait, c'est tout. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que tu finalement éduques tes oui, enfants. bien sûr, à assumer qui elles sont. Je veux pas qu'elles s'inventent des vies, je veux pas qu'elles se laissent marcher dessus, je veux pas qu'elles se sentent inférieures aux autres, je veux pas. J'apprends à mes filles à être fières de ce qu'elles sont et. Par rapport à ce que tu dis là, c'est oui. des choses que tu as pensées de toi-même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui. Oui, parce que quand on a des problèmes, alors moi quand j'ai eu ma société, par exemple dans les assurances, que je me suis cassé la gueule, que j'ai fait faillite, que j'avais plus d'argent, que j'étais endettée, bah les gens ils sont durs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la merde, les gens ils vous enterrent. Et forcément à un moment donné vous vous sentez mal. Moi j'ai fait cette dépression où j'avais envie de me foutre en l'air parce que j'avais plus de thunes, j'avais plus d'argent, je savais plus quoi faire, je savais même pas comment j'allais m'en sortir. Je me dis mais j'y arriverai pas, c'est impossible. Et des fois on se dit bah il y a pas d'issue quoi. Et en fait les gens vous en rajoutent des couches et des couches et des couches et vous mettent par terre. Et en vrai ben c'est pas vrai. Donc personne doit mépriser quelqu'un, personne doit sous-estimer quelqu'un, personne doit et c'est ça que j'apprends à mes filles, à comprendre que ben moi je m'en fous. Alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais moi ma fille qu'elle fasse 10 ans d'études ou pas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si, pourquoi parce que oui, parce qu'il faut les encourager à être cultivés et à savoir écrire. Tu peux cultiver sans faire d'études. Voilà, j'estime que moi ce qui compte c'est que ma fille soit une travailleuse, qui comprenne que pour réussir il faut se battre, que il faut bosser, il faut se lever le matin, que ça tombe pas du ciel, que faut savoir accepter ses erreurs, accepter les difficultés, essayer de persévérer et pas lâcher et se dire oh, ouais c'est bon voilà. Et ça c'est pour moi c'est une bonne école, donc c'est ce que j'apprends à mes filles. Voilà. Merci Maggie. Voilà, merci. Avec plaisir. C'était génial. Si tu veux écouter d'autres témoignages de parents et des pros de la parentalité, rendez-vous sur theparentshow.com. Tu peux également t'inscrire à la newsletter pour connaître les actualités et les offres du moment. On peut rester connecté sur @theparentshow sur Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. L'honoraire de ce podcast est de le partager un maximum autour de toi. Si tu penses que ça peut aider ou intéresser quelqu'un, n'hésite pas, partage. Big thanks à Manu pour le montage de cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine car je reçois Kelly qui nous raconte ses difficultés pour avoir un enfant. Un long parcours qui laisse forcément des traces quand le désir d'avoir un enfant vire à l'obsession. À la semaine prochaine dans The Parents Show.